Bonsoir à tous et à toutes. Donc, chronique numéro 105, et dans cette chronique, je vais traiter de l'islam sunnite contemporain et ses différentes ramifications. Sujet, je vous l'accorde, ô combien délicat. Alors, comment pouvons-nous établir, donc je ne vais pas faire une dichotomie de l'islam sunnite, ce n'est pas la peine. Je pense que les gens qui sont avertis connaissent un petit peu la différence au moins basique entre le chiisme et le sunnisme. Et puis ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit non plus. Donc je vais essayer de traiter des principaux courants de l'activisme sunnite, qui aujourd'hui, bien entendu, constitue le courant majoritaire de l'islam en général. Pardon. Alors, les nombreuses tendances ou courants de l'activisme sunnite, mais en général, qui peuvent s'illustrer dans différents courants, hein. On connaît les courants quiétistes, piétistes, et également courant des frères musulmans. Bon. Alors, une chose qui devrait, je dirais, être distinguée aujourd'hui, car on parle de courants contemporains, ont été souvent combinés et confondus au cours des 10 dernières années, et les différences qui ont été masquées par des doctrines et des objectifs communs par le passé sont de plus en plus saillantes. Ils n'ont pas peur de le dire. Et des divisions se sont cristallisées, je dirais, à mesure que des choix stratégiques ont dû être adoptés dans n'importe quel domaine, sous la pression des événements et à la lumière de l'expérience. Donc il est donc, je dirais, indispensable de réactualiser les grilles de lecture afin de représenter le phénomène de façon précise et d'analyser ses implications politiques, je dirais, d'une façon plus efficace. Car effectivement, quand on parle de l'islam sunnite, de quoi parle-t-on? Car je fais bien la différence entre un simple malékite observant la doctrine de l'imam Malek, de Mu'atta, et attaché à sa nation, et qui se conduit comme un citoyen respectueux des institutions, et un fou dangereux appartenant à l'État islamique. Bon, bien que les deux soient sunnites, mais il y a quand même une nuance, et elle est de taille. Ça, c'est pour étayer un petit peu ce que j'ai voulu faire comprendre. Alors, en faisant abstraction des complications liées aux circonstances locales et des nuances qu'elles nécessitent, je dirais qu'il est possible de distinguer trois principaux courants d'activisme au sein de l'islam sunnite contemporain. Premièrement, premier d'entre eux, je dirais, pas des moindres, où on pourrait raisonnablement qualifier d'islamisme politique, dans la mesure où il comprend des mouvements qui donnent la priorité à l'action politique sur le prosélytisme religieux, qui cherchent le pouvoir par le biais de moyens politiques, soit par les urnes, c'est le cas d'espèce, par exemple des frères musulmans, qui ont plus dans ce qu'on appelle le côté subversif, un peu comme les trotskistes dans les années 60 et 70, ou des courants plus violents et qui, je dirais, très caractéristiques, sont organisés en partis politiques. Et les exemples principaux sont les frères musulmans, pour ne pas les citer. Quand on parle de frères musulmans, tout de suite, on s'oriente vers l'Égypte et leurs nombreux affiliés ou dérivés ailleurs, notamment en Jordanie, en Algérie, présents, faisant défaut à Malek Benabi, mais aujourd'hui ils sont bien présents, mais également aussi loin que l'Indonésie, où le parti de la justice prospère, hein, qui, je dirais, se range dans cette catégorie. Alors, les autres variétés d'islamisme politique comprennent le Jamaat islami au Pakistan, le AKP en Turquie, n'oublions pas, hein, Erdogan est un frère musulman, et le PJD au Maroc. Ils sont tous issus, je dirais, de développements étrangers et indépendants de la tradition des frères musulmans. Même s'ils ont un tronc commun,
ils vont, je dirais, par des variations historiques et traditionnelles, avoir d'autres options dans la société dans laquelle ils agissent. Et bien entendu, on peut même considérer qu'il y a une interdépendance de la tradition des frères musulmans. Une principale exception à la règle générale de non-violence s'applique lorsqu'un mouvement islamiste politique est contraint d'opérer sous occupation étrangère, et je dirais même qu'il s'engage dans la résistance, y compris la résistance armée. Prenons par exemple le mouvement palestinien Hamas, qui en est l'archétype, car c'est quand même un mouvement dont la base fondamentale sont les frères musulmans. Les références sont bien entendu Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, que je vous invite à lire. Alors, je dirais le second courant à aborder, c'est celui de l'activisme missionnaire, plus pernicieux, mais plus théorique et plus essentiel, qui est à la fois revivaliste et fondamentaliste, sans pour autant, je dirais, avoir pour ambition de prendre les rênes de l'État. Alors, je dirais que les mouvements appartenant à cette catégorie rejettent typiquement l'activisme politique, vous savez, un peu comme les salafistes piétistes ou quiétistes. Ils rejettent bien entendu l'activisme politique, considérant que la politique est un domaine du temporel, et que, en finalité, c'est une forme, je dirais, de satanerie. Excusez-moi le néologisme. Et ne cherchent bien entendu pas plus le pouvoir politique qu'ils ne se disent eux-mêmes partis politiques, mais se concentrent sur l'activité missionnaire de prédication, da'wah, pour renforcer ou raviver la foi, l'Iman, et de préserver la cohésion de la communauté des croyants. C'est-à-dire par ce terme, al-Ummah, en se faisant les champions, bien entendu, de l'ordre moral, qui sous-tend, l'exemple dominant est le mouvement Salafiyya, qui prend son origine dans le monde arabe, qui a désormais une envergure mondiale, puisqu'il est présent en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, bien entendu, et de plus en Europe. Un autre exemple est le mouvement Tablir, l'équivalent de ce que certains par le sobriquet appelleraient les témoins de Jéhovah islamiques, qui est né en Inde en 1926 et s'est également répandu à travers le monde, demeure important mais a eu tendance à être éclipsé par la salafiyya au cours des dernières années. Le troisième courant est celui des djihadistes. Là on rentre dans une phase plus obscure, activistes recourant à la violence car engagés dans ce qu'ils considèrent être la défense ou dans certains cas, n'oublions pas, l'expansion. Ce qui peut-être, certains ne font pas attention, mais la nuance qu'il peut y avoir entre Al-Qaïda et Daesh. La conception du Darwa n'est pas la même. Entre ceux qui prétendent que c'est le combat de la prédication et qu'il y a un combat militaire, et les autres considèrent qu'il faut plutôt saisir les opportunités et savoir attendre et faire un tri sélectif sur, je dirais, les objectifs. Bon, bien entendu, quand on parle des mouvements djihadistes, qui sont forcément militaires et qui appartiennent au Dar al-Islam, donc à la maison de l'islam, qui correspond historiquement à cette zone du monde assujettie au pouvoir musulman. Sans oublier, bien entendu, de l'Oumma contre les ennemis infidèles. Au sein de cette catégorie, il est possible de distinguer deux courants principaux. Je m'explique. Premièrement, la salafiyya dite djihadiste, al-salafiyya al-jihadiyya, composée de personnes de tendance salafiste, qui ont été radicalisées, qui ont abandonné l'activisme non violent de la da'wah pour s'enrôler dans le djihad armé. C'est une sorte de fusion entre la conception des frères musulmans et du salafisme, je dirais, non violent. Les ce qu'on appelle les qutbistes,
qui viennent du terme de Seyyed Qutb, al-Qutbiyyin, activiste, je dirais, influencé par la pensée radicale de l'Égyptien Seyyed Qutb, de 1906 à 1966, est disposé au départ et à mener le djihad contre l'ennemi proche, c'est-à-dire, soyons logiques, l'attaque surtout des régimes jugés comme impies, régimes locaux, qualifiés, je dirais, euh, de, de koufar ou d'incroyants, notamment en Égypte, avant de se redéployer vers le djihad global dirigé contre l'ennemi lointain, notamment Israël, l'Occident, les États-Unis et la Russie. Alors, au cours de ces... Quand je parle de la Russie, je parle également de l'Union soviétique. Au cours de ces 15 années, je dirais, précédentes, une tendance importante a été la combinaison et l'interprétation de ces deux courants djihadistes, ainsi, je dirais même, le réseau d'Al-Qaïda, Al-Qaïda Salbah, Al-Qaïda Al-Sabbah, toute la base solide, d'où la traduction, d'Oussama Ben Laden, représente une synthèse d'éléments salafites djihadistes et qutbistes, et ces derniers personnifiés par Ayman al-Zawahiri, qui est lui-même un ancien dirigeant du groupe égyptien des qutbistes, le Tanzim al-Jihad, organisation du djihad, lié bien entendu par formation aux frères musulmans, qui a mené une campagne prolongée de terrorisme sporadique contre l'État égyptien entre 1976 et 1997. Alors parmi toutes ces tendances, seul, je dirais, le groupe Tablir peut réellement être décrite comme un mouvement quiétiste, et aucun autre n'adopte un profil bas, et ils ont tous des implications politiques. Alors, il faudrait se poser la question que tous les adeptes de ces trois courants de l'activisme sunnite pourraient parfois attaquer, ou au moins critiquer vigoureusement, à la fois les gouvernements musulmans et leurs ulama, c'est-à-dire leurs savants, qu'on appelle les ulama officiels, donc les savants de ces mêmes États, complaisants, ainsi que les politiques des États-Unis, de l'ex-Union soviétique, actuellement la Russie, et également de l'Europe. Alors, ils le font à partir de points de vue bien distincts, et l'entente entre eux, à cet égard, est superficielle. Elle se fait, elle se défait au niveau des alliances, c'est assez confus. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une conception de la violence, je dirais, euh, unilatérale. C'est assez polymorphe. Maintenant, la majeure partie du débat crucial, notamment à propos de la question de savoir si l'usage de la violence est licite ou illicite, dans des circonstances particulières données, se déroule au sein du mouvement islamiste, lui-même plutôt contre lui et les courants laïques ou laïcisants ou philosociales dans le monde arabe, et encore moins entre lui et l'Occident. Les trois principaux types d'islamisme sunnite partent, je dirais, des diagnostics très différents de la situation difficile de la communauté musulmane contemporaine. Ces diagnostics divergent et conduisent à des prescriptions différentes, et les stratégies qui en résultent je dirais, concurrencent les unes les autres, et finalement, je peux étayer ce que j'avance par les islamistes politiques critiquent ou se dissocient du moins des salafistes, principalement en raison du fait que les salafistes ont axé de manière, je dirais même excessive ou prononcée, sur le comportement individuel. Vous savez, le fameux djihad akbar, c'est-à-dire de combattre contre ses propres penchants, ses propres, je dirais, ses propres travers. En outre, sur les petits détails, une tenue islamique correcte, les rituels liés à la façon de manger, de s'asseoir, les règles vestimentaires, alimentaires, également de dormir. Et cela distrait les musulmans des questions urgentes, selon eux. Alors, nous avons également les islamistes politiques qui s'en prennent aux djihadistes doctrinaires, comme tendance rivale, les frères musulmans par exemple, soutiennent leurs propres entreprises islamo-nationalistes en matière de djihad conventionnel, telles que par exemple
Hamas en Palestine, et ne veulent pas de l'immixtion des djihadistes salafistes et des qutbistes, mais par-dessus tout, les frères musulmans et autres islamistes politiques se dissocient des djihadistes en raison de l'attitude salafiste conservatrice de ces derniers à l'égard du droit islamique, qui est à l'opposé de celle adoptée des frères musulmans actuellement. Et je dirais même de leur attitude qutbiste vis-à-vis de l'État. Car pas tous la même conception. Alors, les islamistes religieux salafistes s'en prennent aux djihadistes lorsque ces derniers combattent l'ennemi proche, c'est-à-dire lorsqu'ils agissent à la manière des qutbistes, et ainsi on pourrait même prétendre que les salafistes protègent les régimes musulmans imparfaits de l'assaut, je dirais, violent, qutbo-djihadiste. Cependant, il faut noter, il faut préciser que les salafistes n'ont pas d'objection de principe lorsque les djihadistes combattent l'ennemi lointain. C'est-à-dire lorsqu'ils mènent le djihad classique pour défendre les prétendus intérêts de la Oumma, de l'agression des infidèles. S'ils s'y opposent, c'est pour des raisons pragmatiques et non doctrinales, qui habituellement ont affaire à des politiques du gouvernement musulman auxquelles ils sont liés. C'est en ce cas d'espèce des ulama qui sont dans la ligne de l'Arabie Saoudite et de sa politique étrangère. Alors effectivement, beaucoup prétendent des phénomènes de Torpilla, de Ketman, de Moruna, une multitude d'éléments, d'outils qui leur permettent effectivement de jauger de la situation, mais il faut bien comprendre déjà les tendances fondamentales. Pourquoi certains sont derrière en rang serré le régime d'Arabie Saoudite qui fait du commerce avec des pays qui seraient normalement considérés comme impies, et pour quelles raisons, effectivement, d'autres sont diamétralement opposés. Les outils qui permettent de pouvoir comprendre, tels que les arguments qui sont utilisés dans la notion du rapport entre telle ou telle situation, ne suffisent pas, à mon sens. Il faut déjà comprendre quelle est la carte génétique de chaque mouvement. Et donc, je vais revenir, effectivement, telles objections n'ont pas d'emprise morale sur les djihadistes, ainsi critiqués, bien qu'elles puissent, dans le court terme, légitimer la politique du gouvernement en question aux yeux de l'opinion publique. Les salafistes, par exemple, attaquent également les islamistes politiques, en particulier les frères musulmans, parce qu'ils contestent l'autorité des gouvernements musulmans et exploitent la religion à des fins politiques. Le terme, prenons par exemple le terme de Ikhwani, les frères, qui signifie frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimin. Bon, est désormais une injure dans le vocabulaire salafiste contemporain. Donc il faut aussi prendre en compte je dirais, cette vision. Ainsi, la critique salafiste à l'égard des islamistes politiques combine le respect sunnite traditionnaliste envers les gouvernants musulmans, aussi mauvais qu'ils peuvent être, qu'ils soient, une hostilité à l'égard des idées politiques occidentales, telles que les élections, les partis politiques, le suffrage universel, etc. Bon. Et une version de la critique occidentale contemporaine de l'islam politique comme étant une perversion de la religion. Par contre, les djihadistes recyclent généralement la critique salafiste à l'égard des islamistes politiques qui exploitent l'islam à des fins politiques, tout en singeant les modèles politiques occidentaux, autrement dit non islamistes. En cas d'espèce, l'utilisation, je dirais, de l'image et d'Internet, et également des grandes productions de propagande de certains islamistes. On pourrait classifier dans un domaine de stratégie générale, qui consiste finalement au fond à faire une sorte de da'wah, mais au service des hautes technologies. Bon, n'oublions pas également que certains djihadistes s'engagent assez vigoureusement dans des débats au sein du mouvement salafiste, au sens, je dirais, large, en vue de renforcer les ulama salafistes dissidents
face aux ulama salafistes de la cour ou du palais, comme certains les appellent, ou plus précisément du gouvernement, pour ne pas citer l'Arabie saoudite. Et ce soutien n'est cependant pas toujours le bienvenu chez certains des ulama, des savants salafistes, dissidents, qui peuvent se révéler plus embarrassés que renforcés. Il est à noter que ce qui est remarquable dans ce paysage est particulièrement important pour le public occidental, je dirais même pour son appréciation, c'est que, contrairement aux implications des analyses approximatives qui assimilent, je dirais, l'islam politique au fondamentalisme islamique, ou au radicalisme, ou ce qu'on pourrait qualifier également, que certains pourraient définir comme étant, je dirais, le fondamentalisme ou l'extrémisme, la tendance la plus politique qu'incarnent les frères musulmans, le Parti marocain de la justice et le développement, le PJD, le Parti turc pour la justice et le développement, l'AKP, et aussi moins fondamentaliste, et celle qui a été le plus loin dans l'acceptation des normes et des principes démocratiques, auparavant rejetés comme non islamiques, tout en adoptant une attitude moderniste, j'insiste sur l'attitude moderniste vis-à-vis du droit islamique. Ce qui explique ceci, c'est précisément l'élément politique de sa perspective, car son souci de bâtir des alliances et de séduire l'opinion publique oblige à s'adapter aux réalités contemporaines, ainsi que je dirais même qu'à innover dans le cadre de la tradition islamique. Le but, à mon sens, reste le même, ensuite les moyens peuvent différer, mais l'objectif reste le même. Bon, par exemple, également, on peut considérer qu'il y a une indifférence vis-à-vis de l'action politique proprement dite, bien entendu, dépendant du point de vue de leur propre autorité, de lecture littérale du texte sacré, dont ils revendiquent un monopole quasi total. Les savants, les ulamas salafistes, n'ont généralement pas manifesté une telle tendance, quoique cela ait commencé très récemment, je dirais, à changer chez certains éléments de la génération la plus jeune, par exemple de la sahwa des ulamas saoudiens. Il est donc, je dirais, plus exact de préciser, voire même de suggérer que ce sont les activités ou les activistes religieux ou missionnaires, plutôt politiques, qui ont été les véritables fondamentalistes, alors que les adeptes de la vision salafiste radicalisés par les troubles régionaux, tels que par exemple le djihad afghan, la Palestine et désormais l'Irak et la Syrie, ne possédant aucun penchant pour, je dirais, expérience en matière d'activisme politique dans sa conception moderne et ont gravité directement autour de la formule djihadiste, laquelle, bien entendu, de ces trois perspectives principales, prévaudra dans le moyen, je dirais, et long terme, qui reste extrêmement difficile à évaluer, étant donné qu'il y a une telle confusion à l'intérieur de tels désaccords, où les alliances se font, se défont, certains passent chez les autres et les autres passent chez certains, qu'il est difficile de faire des statistiques, je dirais, en temps réel des évolutions. Nous pouvons finalement, au fond, avoir une vision d'ensemble. Alors que, bien entendu, des mouvements islamiques politiques ont récemment remporté des succès notables en Turquie, au Maroc, les frères musulmans demeurent interdits en Égypte et pour cause, et ont perdu du terrain en Algérie, ainsi qu'en Jordanie. Donc, bien que ils contrôlent, je dirais qu'ils conservent toutefois en Palestine, et qu'ils en aient probablement gagné au sein de la diaspora musulmane en Europe. Alors la salafia, dans la phase actuelle, je dirais dominée par le wahhabisme, qui est l'idéologie, bien entendu, statique et je dirais, fondamentale de l'État saoudien, était au sommet de son influence et de sa cohérence dans les années 80, puisqu'elle était le principal bailleur de fonds dans son, je dirais,
dans son attaque contre l'Union soviétique, par de ce devenant l'allié, je dirais, objectif des États-Unis, nous avons l'aggravation de divisions sérieuses au sein du wahhabisme saoudien à partir de 90 et 91, combiné au vide plus récent de son, je dirais, leadership intellectuel et spirituel qui semble indiquer que allez, n'ayons pas peur des mots, que le mouvement entrerait dans une phase de déclin dans le monde arabe tout en poursuivant une expansion impressionnante en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et du Sud, et bien entendu en Europe. Alors, cette expansion de la salafia à la période du monde islamique et dans la diaspora musulmane est de plus en plus difficile à dissocier, et c'est les erreurs que beaucoup d'individus non avertis commettent, hein, peut-être pas volontairement, à dissocier de l'impact électrisant et galvanisant de la salafia jihadiya. La différence entre le salafisme, je dirais, piétiste, non politique, et le salafisme aujourd'hui de combat. Cet impact a effectivement perduré, et pour cause, hein, sur les imaginations et les réflexes des éléments les plus jeunes, et de plus, je dirais, des éléments plus mobiles, voire entièrement oh là, j'y arrive, déterritorialisés de la population musulmane. Bon, il est clair, ça c'est un fait, que le résultat éventuel de la concurrence entre ces tendances aura des conséquences importantes sur les perspectives de réforme politique dans un pays musulman. Prenons le cas par exemple de la Syrie. Au début, ils étaient tous d'accord pour bouter hors des frontières le régime de Bachar el-Assad. Ensuite, petit à petit, des choses, bah, Jabhat al-Nusra, qui était Al-Qaïda en Syrie, et dont les frères musulmans étaient à l'initiative du soulèvement, ont commencé à se faire la guéguerre entre eux quand ils ont précisément pu, je dirais, obtenir certains résultats tels que l'obtention de territoires. Ensuite, les mouvements les plus durs, les moins, je dirais, les plus pragmatiques, les plus violents, et les plus assassins et les plus criminels, ont réussi à leur passer devant, les doublant effectivement à droite, tels que par exemple l'État islamique. Et nous avons, à force que les territoires soient occupés, disons libérés, c'est de la rhétorique, ben, il y avait de plus en plus, je dirais, de jalousie par rapport à tel ou tel mouvement qui pouvait avoir plus de territoire, avec bien entendu la gestion des matières premières dans son sol, et y compris des populations. C'est une raison pourquoi ils sont arrivés à se battre entre eux, tels que l'armée de Syrie libre qui a fini dans le lit d'Al-Qaïda et dont Al-Qaïda est devenu l'ennemi de l'État islamique. Tout cela, bien entendu, pour étayer ce que je suis en train de vous expliquer. Et surtout dans le cadre des fameuses concurrences entre les différentes tendances et ces fameuses conséquences que cela peut impliquer. Alors, effectivement, le problème, c'est la relation entre le monde musulman et l'Occident en général, et sur la sécurité nationale des pays occidentaux en particulier, ainsi que les perspectives d'une intégration réussie des populations de la diaspora musulmane en Europe. Je vous renvoie au rapport de l'OCI, hein, Organisation de coopération islamique, et vous verrez comment certains pays qui s'autoproclament être je dirais les dirigeants des musulmans sur la terre entière, donnent des consignes pour que les musulmans ne puissent pas intégrer une nation et en faire partie. Maintenant, effectivement, les perspectives, comme je viens de l'énoncer, d'une intégration réussie des populations de la diaspora musulmane en Europe, ces implications et les moyens par lesquels l'Occident peut influencer le cours des événements sont examinés,
je dirais d'une façon scrupuleuse par, n'ayons pas peur de le dire, par l'ennemi. Et toute forme de faiblesse ou de lâcheté en matière de corruption ou d'acceptation en échange de plusieurs milliards pour des marchés, la force est du côté de celui qui finance. Et donc, vis-à-vis de cela, il faut des politiques fermes. Alors, j'ai énuméré comme ça un petit peu globalement, je ferai d'autres audios, d'autres volets pour expliquer un petit peu, puisque c'est quand même ce sont des mouvements majoritaires hein, qui malheureusement s'appuient sur la majorité aujourd'hui de la tendance musulmane. Et on sait que l'islam sunnite est de loin la religion de la majorité des musulmans, entre 80 et 90% à travers le monde. Et les autres, pour la plupart, adhèrent à l'islam chiite concurrent qui domine l'Iran aujourd'hui avec une conception typiquement khoméniste, et qui est je dirais, qui est prépondérant numériquement en Azerbaïdjan, à Bahreïn, ainsi qu'en Irak, qui constitue la religion de la minorité importante au Liban, Koweït, Arabie Saoudite, Afghanistan, Pakistan et l'Inde. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé justement de ces mouvements très importants, car ils s'appuient par je dirais, par différentes manœuvres, différentes tromperies, sur ce qu'on appelle la majorité qui vacille autour de 80 et 90%. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ferai un autre audio traitant aussi de l'islam sunnite, mais pas en tant que religion, mais en tant que vecteur politique réel et contemporain. Je vous remercie de m'avoir écouté, et pour terminer, je considère qu'il faut que les gouvernements en Occident soient fermes avec ceux qui, bien entendu, manipulent, je dirais, les masses musulmanes qui ont aucun intérêt à suivre ce genre de mouvement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.